Alors, bonjour, Madame Terrien. Bonjour. Monsieur Langlois. Non. Monsieur Lorrain. Bonjour. Bienvenue à ce débat organisé aujourd'hui par le groupe JCL et le journal Info Mirabel. Merci d'avoir accepté l'invitation. On se retrouve aujourd'hui à l'hôtel Impérial de Saint-Eustache, qui se veut un terrain neutre en pleine campagne. Vous êtes ici pour présenter vos orientations, les orientations de votre parti en vue des élections du 2 novembre prochain aux électeurs de Mirabel. Je suis Denis Baribeau, rédacteur en chef du groupe JCL et du journal Info Mirabel. J'agirai en tant que modérateur et gardien du temps pendant le débat. Sinon, c'est mon collègue Christophe Godon, ici présent, qui est journaliste attitré à Info Mirabel, qui posera les questions. Vous aurez tous droit à une déclaration d'ouverture de 2 minutes et une déclaration de fermeture de 2 minutes. On vous a fait parvenir il y a une semaine les règlements et le déroulement du débat. Le débat sera articulé autour de 3 grands thèmes, soit la mobilité, vie démocratique et développement économique et environnement. Le débat aura, chaque grand thème vous permettra à tour de rôle de vous exprimer pendant 1 minute sur la question et ensuite une discussion ouverte aura lieu qui s'échelonnera de 8 à 10 minutes et nous nous assurerons d'offrir un temps de parole équitable à chacun d'entre vous. Le débat est prévu entre 45 minutes et 60 minutes. Donc, l'ordre des déclarations d'ouverture, de fermeture et l'ordre pour répondre aux paroles a été déterminé par tirage au sort un peu avant le débat. Est-ce que vous avez des questions ou vous êtes prêts à commencer? Je suis prêt. Vous êtes prêts? Excellent. Donc, encore une fois, merci de vous prêter à l'exercice et je cède la parole à mon ami Christophe qui va ouvrir avec le thème de mobilité. On avait des déclarations d'ouverture, je crois. Oui, tout à fait. Donc, par tirage au sort, il a été déterminé que c'est M. Lorrain qui aura le premier 2 minutes pour faire sa déclaration d'ouverture. M. Lorrain. Alors, bonjour à tous. Marc Lorrain, candidat à la mairie pour l'équipe Action Mirabel. C'est un immense plaisir pour moi de présenter le parti Action Mirabel, de reprendre le parti Action Mirabel. Une très belle équipe où est-ce qu'on a une parité de 5 hommes, 5 femmes, avec des gens de à peu près tous les domaines. On a un entrepreneur, on a une gestionnaire, on a 2 agriculteurs, on a des gens du monde de l'enseignement. Donc, on a vraiment là, une belle parité, comme j'ai dit, 5 hommes, 5 femmes, mais également au niveau là, de leur connaissance et de ce qu'ils font dans la vie. Action Mirabel, c'est une fierté pour moi de reprendre ce parti-là, puisque depuis 12 ans, Action Mirabel existe et il y a eu des infrastructures majeures qui ont vu le jour grâce à Action Mirabel. Je pense, entre autres, on peut nommer la gare, le centre aquatique, l'amphithéâtre Jean Bouchard, l'école secondaire du Maréchal, les 2 écoles à Saint-Canute qui vont s'en venir sous peu, le terrain de soccer synthétique au Parc Cardinal, les festivités du 50e anniversaire, le centre culturel Saint-Benoît et Domaine Vert. Donc, et j'en passe parce qu'il y en a évidemment encore plus. Alors, pour nous, c'est un immense plaisir de présenter tout ce qu'on a fait et tout ça, évidemment, en conservant le plus bas taux de taxation de toute la région. Alors, évidemment, qui est une grande fierté, je pense, un modèle à suivre au niveau d'Action Mirabel. Alors, c'est un immense plaisir pour moi de reprendre ce parti, Action Mirabel, équipe Lorrain, et d'être présent pour les élections 2025 ici à Mirabel. Merci beaucoup, M. Lorrain. La deuxième personne déterminée par tirage au sort était Mme Terrien. Mme Terrien, votre tour. Alors, bonjour à tous. Mon nom, c'est Roxane Terrien. Je suis une candidate sortante du conseil présentement en place. Donc, moi, je me présente plus moi aujourd'hui. Je suis une maman de 5 enfants. J'aime ça dire que je suis la fille qui ressemble à tout le monde et qui se présente confiante à la mairie. Se présenter à la mairie, c'est une grande décision, surtout à la tête d'une aussi grande ville que Mirabel. Vous comprendrez que c'est une décision que j'ai mûrie, que c'était pas dans les plans originaux de me présenter à la mairie, mais je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui à la tête de Mirabel Uni, un parti tout récemment créé avec, cofondé en fait, avec des sortantes, des candidates sortantes. Donc, j'aime bien dire leur nom. Émilie Durgun, Isabelle Gauthier, Catherine Maréchal. Donc, Mirabel Uni est composé de plusieurs membres expérimentés et aussi des nouveaux visages là, qui nous amènent un vent de fraîcheur de différents horizons, des gens du communautaire,
des gens de la télé, des gens de l'énergie. Donc, une belle variété de personnes qui s'en viennent pour Mirabel Uni avec un beau bagage, très expérimenté. Je pense que ça nous prenait une vision claire, une vision très rigoureuse pour justement amener Mirabel ailleurs. Mirabel est maintenant dans la cour des grands. Donc, ça prend quelqu'un à sa tête de grand et de réfléchi pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Vous êtes très discipliné. Vous faites ça en dedans de 2 minutes, tout le monde. Donc, on va conclure avec M. Langlois. Votre tour commence maintenant. Donc, bonjour, Pierre-Olivier Langlois. Je suis le chef du mouvement citoyen Mirabel. Je suis le candidat à la mairie à cette élection. Donc, le parti Mouvement citoyen Mirabel, c'est notre 3e élection. On est sur une progression constante depuis les débuts du parti en 2016. Jusqu'à remporter 40% du vote populaire à la mairie à l'élection précédente. Ce parti est fondé sur des valeurs à la base d'intégrité, de transparence, de communication et de rigueur. C'est des valeurs que j'adopte et que je promouvois en briguant ce mandat-là. Personnellement, je suis résident de Mirabel depuis 13 ans. J'ai déménagé pour poursuivre ma carrière comme ingénieur en aéronautique dans la région ici. J'aime la ville beaucoup, comme la majorité des citoyens. Je veux amener en fait une nouvelle dynamique au niveau de la ville, mieux travailler avec les citoyens, mieux travailler avec les employés municipaux. J'ai joint le parti il y a 2 ans. On a déjà travaillé les dossiers de fond en arrière-plan. On a regardé les enjeux, on a analysé les budgets, on a regardé tout ça. Et puis, on croit que, évidemment, il y a plein de belles choses à Mirabel qui se sont faites dans les dernières années, même depuis la fusion en 1971. Il y a beaucoup de potentiel, mais il y a du travail à faire. Il y a certaines choses qu'on doit mettre à jour et on doit s'assurer de faire ça pour la pérennité de nos finances et du développement de notre ville. L'équipe qu'on a ramassée, qu'on a rassemblée, en fait, est basée sur la compétence. On a des agriculteurs, on a quelqu'un de la sécurité civile, on a quelqu'un du côté de la santé, du travail social, des entrepreneurs, des jeunes professionnels. Donc, on a vraiment une belle panoplie, une diversité à l'image de Mirabel. Et puis, moi, personnellement, j'aime les gens intègres et pragmatiques et vrais, et c'est ce que je compte apporter. Merci beaucoup à tous les 3. Donc, prise 2, je cède maintenant la parole à mon collègue Christophe sur le thème de la mobilité. Il a été déterminé que c'était Mme Terrien qui commençait avec la première réponse. Donc, Christophe. La question. Mirabel est une ville, une région en pleine expansion et la pression se fait sentir sur le réseau routier. Quel rôle doit jouer les transports en commun sur un territoire aussi vaste et comment entendez-vous travailler avec les différents paliers gouvernementaux en ce sens? Vous avez 1 minute pour répondre. Parfait, je me lance. Je suis très contente d'ouvrir ce dossier très, très important pour Mirabel. On l'entend beaucoup, la fameuse congestion routière. Mais je pense qu'il est temps maintenant d'agir. Il y a eu beaucoup d'études partout. On a été consultés, on a écouté la population, donc maintenant, c'est le temps d'agir. On les connaît, nos enjeux, on les vit. Si on parle directement le transport collectif, ça s'est amélioré dans les derniers 4 ans. Il y a eu des navettes qui ont été ajoutées par Exo. Je pense à Mirabel-en-Haut, Saint-Augustin, Saint-Canute. Donc, il faut continuer dans le même sens. Et surtout, ça nous prend des plans de mobilité actifs dans les secteurs urbains. C'est très, très important. Donc, comme je dis, se promener à vélo, à pied, à trottinette ou qu'importe, il faut que nos secteurs bougent. Il faut que nos secteurs bougent entre eux aussi par des navettes intersectorielles. Et je pense aussi, là, j'ai pas beaucoup de temps, mais une nouvelle ligne Exo dans le domaine Varnard, dans les secteurs urbanisés, c'était en plan. Et donc là, il faut la mettre en action. Excellent. On aura le temps d'y revenir pendant la discussion ouverte de toute façon. Cool. Monsieur Langlois, votre tour. Oui, donc en fait la mobilité, c'est quelque chose qu'on peut décortiquer en différents éléments. On va parler de transport en commun. C'est un problème depuis longtemps qui s'amplifie sans réelle réponse concrète à la grandeur du territoire d'année en année. On est mal desservi, on n'a pas de couverture efficace dans plusieurs secteurs. Il faut que ça bouge, c'est clair. Ensuite, au niveau du trafic, le trafic s'alourdit d'année en année. On le voit, les gens nous en parlent beaucoup. La ville a beaucoup grossi. On a doublé de population en 20 ans. On a eu un développement très, très rapide. Malheureusement, le réseau routier reste essentiellement le même.
Donc, évidemment, ça met une pression très accrue. Nous, on va agir là-dessus. Au niveau de la sécurité routière, la vitesse, les dos d'âne, les citoyens se font toujours fait dire non. On veut changer cela. On veut sécuriser nos rues. Et au niveau des pistes cyclables, les gens nous en parlent. Les réseaux sont incomplets, même à l'intérieur des quartiers. Donc, on va améliorer ça définitivement. Merci beaucoup. M. Lorrain, votre tour. Oui, alors question de ne pas manquer de temps, je vais essayer de dévoiler un peu les grands enjeux qu'on a. Évidemment, le problème, c'est que la CMM nous demande la densification. Fait qu'effectivement, ça a explosé. Et malheureusement, les routes ne suivent pas versus le MTQ. Donc, tantôt, on parlait justement de transport en commun bonifié. Effectivement, il y en a à Saint-Canut, Saint-Augustin, Saint-Janvier. Nous aussi, on veut l'amener au niveau du domaine vert. On a même pensé Saint-Augustin, Saint-Canut, donc Saint-Scolastique est pris entre les deux. Donc, il y aurait quelque chose à faire avec ça. On veut relancer le tracé de l'autoroute 13, qui pourrait se faire un peu comme le pont de la 25 avec utilisateur-payeur, un PPP. Ça, pour nous, c'est important. J'ai eu une rencontre avec la mairesse de Blainville et le MTQ pour les sorties 28 et 31. Je pense que c'est également important de rapporter à nos citoyens le 180 $ des immatriculations qui ont été faites, alors que ça devrait nous servir à nous justement pour la mobilité. Et on parle de pistes cyclables. Nous, on a un projet de pistes cyclables du parc du Bois de Belle-Rivière jusqu'au parc du Domaine Vert, relier les deux par une piste cyclable sécuritaire. Vous en êtes tous très bien sortis. Félicitations. Alors, on va tomber dans la portion discussion ouverte. On a 10 minutes devant nous. Vous connaissez vos plateformes, vous connaissez un peu celles de vos opposants. Qui veut prendre la parole en premier? En fait, oui, allez-y, M. Langlois. Moi, je veux parler de l'autoroute 13, en fait. On entend parler de ça, vous n'êtes pas sans savoir que c'est sur le PQI depuis longtemps. On sait que c'est jamais en étude depuis 2019, il n'y a pas de mouvement là-dessus. C'est clairement pas dans les priorités de Québec. Il y a beaucoup d'autres projets d'infrastructure au PQI qui sont vus par Québec comme étant plus importants que la 13. Après ça, quand on parle de PPP au niveau financement, je pourrais être d'accord avec vous que ça pourrait faire du sens. Après ça, il y a toute une question d'expropriation. Il y a une terre agricole là-dedans. Est-ce que vous me permettez? Parce que, en fait, pour ce qui est justement de l'autoroute 13, qui était un projet à l'époque que Jean Bouchard avait amené sur la table quand il a fondé justement Action Mirabel. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les terrains ils sont déjà achetés, sont déjà acquis. Le tracé est déjà là. Fait que tout ce qui reste à faire, c'est que là, il n'y avait pas d'entente avec le MTQ parce que c'est souvent une question de coût. Fait qu'en le faisant, justement, comme un PPP, où est-ce qu'il pourrait y avoir des investissements? Puis une chose qui est importante à savoir, c'est que si, justement, utilisateur-payeur, quelqu'un, sa vignette passe là, comme je mentionnais tantôt, comme le pont de la 25, l'avantage, c'est que dans quelques années, un coup que ça va être payé, ben, il va encore avoir des retombées économiques qui vont tomber et qui pourraient revenir à ce moment-là dans les coffres de la ville, pourraient être utilisés, justement, pour les infrastructures routières et pour la mobilité. Moi, sincèrement, je trouve particulier qu'on discute de la 13 ici. Pour être franche, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de relancer tout ça, mais c'est vraiment pas sur notre palier. C'est le palier gouvernemental. Donc, puis les études de faisabilité, en passant, ça l'avance, sont à la 3e année. Donc, la 3e année devrait déboucher sur une étude de faisabilité. Mais ça, c'est tout hypothétique. Hein? Donc, parler de ça entre nous, c'est toutes des choses qui sont complètement hypothétiques. Ça se peut qu'il y ait 3-4 projets de déposés de trajets. Est-ce que ça va être un boulevard urbain? Est-ce que ça va être une autoroute? Donc, je trouve ça hypothétique et ça ne fait pas avancer présentement. Oui, il va y avoir des leviers économiques si ça débouche, mais de quelle manière est-ce qu'il va y avoir des impacts sur justement nos terres agricoles? Donc, c'est beaucoup. C'est comme parler du pont, du 3e lien en ce moment. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Bien, vous voyez, moi, je suis pas d'accord parce que effectivement, c'est hypothétique, puis effectivement, on doit attendre parce que ça appartient à Québec. Sauf qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable. Puis les gens sont tannés d'être pris dans la congestion. Fait que si nous, on n'en parle pas, on dit pas un mot, on va attendre après Québec, ben on risque d'attendre longtemps. Par contre, si on va de l'avant, puis si on va mettre de la pression, puis si on va rencontrer les gens, c'est peut-être là que ça va faire avancer, puis il faut suivre justement le dossier et pas dire c'est hypothétique et on va attendre. Je pense qu'il ne faut pas rester passif, il faut être actif dans ce dossier-là. Tout à fait. Ce que le mouvement citoyen proposera, en fait, c'est que plutôt que de dire que ce projet-là, qu'il y a plusieurs années, il y a des tracés qui ont été établis, ma collègue ici l'a mentionné, c'est pas parce qu'il y a un trajet qui a été établi pour une autoroute que 10, 15 ans plus tard, c'est encore ça qui fait du sens. Il y a du développement aussi dans les zones qui sont proches. Il faut voir comment tout ça a influencé un éventuel trajet et même éventuellement
que ça ne soit pas nécessairement une autoroute, ça peut être un autre type d'accès, comme un boulevard urbain, par exemple, à plusieurs voies, comme on voit souvent sur la Rive-Sud, des boulevards à 3 voies, ce genre de truc. Donc, c'est pas... Nous, au Mouvement citoyen, on ne dit pas qu'il n'y aura pas jamais de 13, on ne dit pas que c'est utopique, mais en même temps, il faut se garder une petite gêne et regarder vraiment c'est quoi la réalité. En fait, il faut attendre les études de faisabilité avant de se prononcer. Éventuellement, réfléchir à qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce que ça va qu'est-ce qu'il faut peut-être décongestionner? OK, mais j'aimerais vous entendre à ce moment-là, parce que là, vous semblez aller à l'encontre d'un projet qui pourrait apporter une certaine solution. Quelles sont vos solutions par rapport à la congestion qu'on a à tous les matins? Bien, je ne pense pas que ça passe par l'autoroute 13. Donc, présentement, comme je vous dis, c'est pas sur notre palier. Notre pouvoir d'agir est très restreint. On doit attendre la 3e année de l'étude de faisabilité avant de nous en prendre connaissance et là, de voir de quelle manière il va avoir un impact. Justement, sur la congestion routière, il faut qu'il y ait des études qui sortent pour nous parler de qu'est-ce que ça va faire comme congestion. Est-ce que ça va déboucher tant que ça? De quelle manière ça va être fait? Quand je dis c'est un boulevard urbain, est-ce que ça va être un 2 voies? Donc, tout ça, c'est hypothétique. De quelle façon ça va désengorger notre territoire? C'est hypothétique. Je me permets une intervention. Madame Therrien, vous dites que ce n'est pas une priorité, ça ne se passe pas sur notre palier. Quelle serait la première priorité pour vous sur l'accès de la question du transport sur la mobilité, oui, bien exact. évidemment, moi, je pense qu'il faut pousser sur le transport collectif actuel. Il y a des gens qui veulent sortir de leur secteur, entre secteurs. Quand je pense à des jeunes, justement, si on peut éviter qu'ils s'achètent une voiture à 16 ans, mais qu'il y ait un transport actif où ils peuvent aller au cégep, à l'université facilement. Donc ça, c'est très important. Même nos aînés aussi qui n'ont plus de voiture à l'occasion. Les navettes intersectorielles, je pense que c'est important. Ajouter des fréquences aussi de passage à nos trains, à nos lignes d'exo qui sont présentes. Ça aussi, ça peut bonifier le transport en commun. Bien, je vous dirais, je suis mitigé dans le commentaire de ma collègue. Le transport intersectoriel, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose, autant pour nos aînés qu'on ne veut pas laisser dans l'isolement, qu'on veut qu'ils puissent justement sortir à des activités, nos jeunes également. Par contre, quand on parle de transport en commun, tu sais, je trouve ça très beau, là, mais pour moi, c'est utopique parce que on s'entend qu'à Saint-Benoît, à Saint-Hermas, à Saint-Jérusalem, on est loin d'avoir du transport en commun. Fait que, tu sais, je pense que quand on dit qu'il faut bonifier le transport en commun, oui, mais je me répète, ça reste utopique parce qu'avant qu'on soit capable d'amener une ligne qui va se rendre jusqu'à Saint-Benoît ou à Saint-Hermas pour se rendre au cégep, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses. Je pense pas qu'on parlait de ligne ici, c'est pour ça qu'on l'appelle la navette intersectorielle. Donc, en fait, c'est le mouvement citoyen Mirabel, il veut regarder le réseau. C'est ça que je veux faire, regarder le réseau. Parce que présentement, on a un petit bout déconnecté, on a fait ça dans les années précédentes, malheureusement, à Mirabel, c'est la même chose pour les pistes cyclables, faire des petits bouts qui ne connectent pas. Même à l'intérieur d'un même quartier, on fait un petit bout, puis ça s'arrête là. Les gens font comme, ben OK, je m'en vais où après? C'est la même chose pour le réseau de transport en commun. Quand on le regarde à l'échelle du territoire, oui, il y a des petites lignes qui vont amener, par exemple, à Saint-Jérôme, mais si quelqu'un veut aller plus au sud, à Saint-Augustin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas, ça ne se parle pas. Donc, c'est cette connectivité-là qui manque. Monsieur Langlois, merci. Vous avez soulevé un point aussi dans votre première réponse, qui était la sécurité routière. On le sait, il y a des gros enjeux à Mirabel. Vous parliez justement des jeunes de 16 ans qui s'achètent un véhicule. Il y a certaines intersections à Mirabel qui ont été ciblées très, très clairement comme étant des problèmes, des enjeux de sécurité. Comment vos partis prévoient agir sur la question? Excusez-moi. C'est correct. Oui, effectivement, il y a eu la dernière étude, la fameuse congestion 28 à 31, là, les sorties, ça vient tout juste de sortir. Il y a 11 actions à mettre en place sur nos intersections. Donc ça, c'est d'aller vers des partenariats communs avec Blainville et avec le MTMD pour résoudre ces 11 intersections-là. Déjà, de se consacrer là-dessus, il y a 28 problématiques là, avec le ministère des Transports sur le territoire de Mirabel. Donc ça, c'est très important, d'y mettre en action, de regarder bien évidemment les plans d'action déposés et d'agir concrètement sur nos intersections problématiques. Déjà là, quand on désengorge, je pense 28 à 31, ça va être plus fluide en partant. C'est sûr qu'après ça, il y a Sainte-Henriette, il y a Côte-Nord, il y a plein de différentes. La 148, on a agi. La 158, on a agi. C'est des mesures temporaires, là. Mais oui, il y a beaucoup de choses à faire encore sur notre territoire, mais il faut les mettre en action. Les études sont faites.
Merci beaucoup. Je dirais, j'ai assisté à la rencontre pour la sortie 28 et 31 avec justement le MTMD et avec la mairesse de Blainville. Je pense que les actions qu'ils veulent mettre en place, je pense que ces actions-là vont alléger, mais vraiment à court terme. Dès qu'il va y avoir plus de développement, c'est quelque chose qui, malheureusement, dans très peu de temps, ne fera plus l'affaire. C'est une des raisons pour laquelle, encore une fois, je le sais que l'augmentation des immatriculations, il y a un montant qui a été chargé à tout le monde et qui malheureusement ne revient pas dans les coffres de la ville de Mirabel. Donc, moi, je pense qu'il faut aller faut aller à Québec, faut aller discuter pour ramener ces sommes d'argent-là, se servir de ça pour être capable, après ça, d'avoir des sommes d'argent pour pouvoir investir dans tout ce qui est au niveau de la mobilité puis nos routes. Excellent. Par souci d'équité, je vais donner la dernière minute 30 à monsieur. Oui, je vais rebondir sur la CMM. On voit au Québec actuellement, il y a un renouvellement de politiciens plus jeunes, plus dynamiques. On le voit partout dans les régions, partout au Québec. C'est un mouvement dans lequel je m'inscris et je veux collaborer avec ces gens-là qui sont aussi affectés dans bien des cas par nos limitations dues à la CMM. Puis aller prendre une place plus prépondérante au niveau de la CMM. À Mirabel, on a un 5e de vote. On n'a à peu près pas de pouvoir. Il faut travailler pour aller chercher ce pouvoir-là. Mais ça, c'est changé, là. Avoir notre dû. Puis en fait, recevoir notre part qu'on doit recevoir pour financer nos infrastructures. Je veux juste rajouter à ça, c'est qu'il y a un projet de loi 104 là, qui va défaire exactement cette proéminence qui va entrer en jeu là, sous peu, c'est sûr. Merci beaucoup. Tous les trois, très intéressant. On va passer maintenant à la question de la vie démocratique qui a fait sourciller quelques candidats, je crois. Christophe? Donc, on sait tous, les derniers mois ont été mouvementés à Mirabel sur le plan politique et sur le plan humain. Que l'on pense aux semaines précédant la campagne, le décès de Patrick Charbonneau au début juillet, ou même si on remonte un peu plus loin. Vous vous souviendrez, l'été dernier, au plus fort du dossier du camping Donald, une manifestation s'est arrêtée directement devant votre domicile, M. Lorrain. Oui. Ma question, pourquoi croyez-vous être le meilleur candidat ou la meilleure candidate pour assurer une démocratie saine et participative à Mirabel? M. Langlois, vous avez le premier droit de parole. Donc, comme je le disais en entrée de jeu, le parti, le mouvement citoyen Mirabel que je représente aujourd'hui, a été fondé sur des valeurs de transparence, d'intégrité et de communication. C'est la base du parti, ce pourquoi il a été fondé. On veut plus d'ouverture, on veut publier davantage et de manière plus efficace. On voit qu'il y a certaines lacunes en termes de communication. Je peux juste mentionner, par exemple, le feu de forêt qu'il y a eu pas si longtemps. Bien, ça a pris quand même peut-être 12 heures avant que la Ville publie quelque chose sur son site web. C'est la Sorfeu qui a publié avant toute chose. Donc, on constate certains délais de réactivité. Alors, on va améliorer ça définitivement. On veut aussi rendre les séances des conseils de ville plus interactives, plus ouvertes pour les citoyens. Entre autres, en faisant de la web diffusion live, que les gens puissent poser des questions en ligne, qu'on puisse peut-être recevoir des questions à l'avance, puis les étudier, question d'être capable de répondre sur le moment au conseil. Excellent. Monsieur Lorrain? Je pense que pour avoir une vie démocratique, disons, plus saine, je pense qu'en fait, tout ça va relever de la participation citoyenne. C'est important parce que nous, on est là, on est la voix, on est là pour représenter les secteurs, mais je pense qu'à un moment donné, c'est important d'être là pour tous les citoyens. Quand je dis tout, c'est vraiment tout le monde, incluant les jeunes qui ne votent pas. C'est pas parce qu'ils votent pas qu'ils doivent pas justement s'intéresser à la démocratie. Puis pour nous, c'est extrêmement important. Et une des choses qu'on veut faire, c'est créer un conseil jeunesse pour les 11 à 16 ans, où est-ce que des jeunes pourraient justement siéger en représentant des secteurs et pour pouvoir justement donner leurs idées, donner leurs propositions. Fait que d'inclure les jeunes, évidemment, et encore une fois, ne pas oublier non plus les aînés, c'est vraiment de faire participer, parce que oui, la grosse majorité à Mirabel sont des familles, moyenne d'âge de 37 ans, mais je pense qu'il faut inclure tout le monde. Merci beaucoup. Madame Therrien? Oui, bien en fait, je pense, la vie démocratique, moi, justement, ça part de l'intégrité, la transparence, l'approche aussi avec le citoyen. On est là pour être en contact
constant et direct avec nos citoyens. Donc, l'écoute citoyenne par différentes boîtes à outils, je pense que c'est important. Des lacunes en communication, oui et non. Je pense qu'il y a différents, comme je dis, outils pour aller chercher la population, pour les consulter davantage sur des projets. Je pense à ce qui a été fait. On avait fait des consultations citoyennes pour un projet de Canac dans le domaine Varenard qui a été complètement démoli par les citoyens. Donc, il nous a donné le pouls de la population. Est-ce qu'on peut amener des sondages en ligne pour justement les consulter pour différents projets à venir, des règlements, aller chercher le pouls des citoyens? Je pense que c'est très, très important. Mais la clé, c'est d'être sur le terrain, d'être en contact constant, d'avoir une approche positive avec le citoyen, d'être à l'écoute. C'est la clé pour la vie démocratique. Excellent. Avant de se lancer dans la portion de discussion ouverte, peut-être donner un peu de contexte. On sait qu'il y a quelques semaines, il y a eu des défections, des gens qui ont quitté des partis. Il y a eu beaucoup de mouvements. Ça a attiré beaucoup d'attention aussi au niveau de la presse nationale. Dans ce contexte, on aimerait lancer la discussion sur une question complémentaire. Avec une lutte à 3 aussi serrée que vous nous semblez mener, comment comptez-vous composer avec un conseil possiblement fragmenté? Je vais y aller. Moi, j'ai toujours su travailler très bien en équipe et de différents horizons. Même au sein de notre conseil actuel, il y avait de l'opposition et ça a toujours très, très bien été. Quand on sait bien travailler en équipe, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Même au contraire. Moi, j'aime les chocs d'idées. J'aime quand on me challenge dans la vie, donc ça fait avancer les choses. C'est pas toujours dans la même direction que ça va mieux, là. Donc, je crois sincèrement à la démocratie. Donc, non, au contraire, je pense que ça peut être challengeant de travailler avec différentes personnes de différents partis, des nouvelles visions aussi. Bien, je vais rebondir là-dessus. On a mentionné quelque chose tantôt par rapport au domaine vert. Il y avait un projet sur un Canac. Mm-hmm. C'était une situation fort intéressante, puis j'ai participé par ailleurs. Je n'appellerais pas ça une consultation parce que ça avait été présenté originalement comme une séance d'information et pas pour récolter les commentaires des citoyens. Ça avait été communiqué comme ça à l'origine. Évidemment, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Non. Donc, les citoyens se sont levés en masse et sont allés parler au micro. Et, bon, évidemment, le projet ne s'est pas conclu. C'était pas très viable vu le manque d'acceptabilité sociale. Par contre, je vais revenir encore sur la façon que ça avait été amené aux citoyens. Je trouvais pas que c'était très participatif, même si au final, le résultat a été participatif, parce que les citoyens sont un peu donné eux-mêmes le mandat d'aller dire ce qu'ils pensaient. Donc, je pense que des fois, c'est juste dans l'approche, comment c'est amené vers les citoyens, cette démonstration d'ouverture, de dire, c'est pas juste pour vous donner de l'information, c'est pour capturer vos besoins, capturer ce que vous avez en tête et comment vous vous sentez par rapport à ces projets-là. Je pense que c'est vraiment ça la clé pour améliorer les relations avec les citoyens. Après ça, on pourrait parler de délai en termes d'obtenir de l'information. Puis on a des exemples, on a demandé en séance de conseil à maintes reprises des questions sur différents sujets liés au budget, liés à des infrastructures, etc. et toute autre problématique. Et puis souvent, il y a des délais qui viennent avec ça. On se fait souvent balloter d'un endroit à l'autre. Allons parler avec le conseiller. Finalement, le conseiller nous dit, allez parler avec le maire. Le maire nous dit un mois plus tard, on ne va pas vous rencontrer. Alors, à un moment donné, ça tourne en rond souvent. On l'entend des citoyens aussi qui ont la difficulté à obtenir des réponses là. Je comprends. Sur le fait de travailler avec un conseil qui pourrait être morcelé et avoir plusieurs allégeances. Oui, bien, effectivement, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Veux pas, c'est un conseil de ville qui est formé de plusieurs personnes de différentes allégeances. En ce qui me concerne, je suis habitué de travailler avec des gens de tout acabit. Dans ma carrière, avec des cols blancs, des cols bleus, des gens qui ne sont pas tout le temps contents, je suis habitué de gérer ça. Je suis quelqu'un qui recherche le consensus, puis on en a déjà parlé dans une autre situation, mais le consensus, c'est quelque chose qu'il faut viser à atteindre. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être content tout le temps. Ça, c'est à peu près impossible, c'est une utopie, mais il faut quand même tendre vers obtenir un consensus ou voir comment on peut travailler les dossiers avec les partis qui ne sont pas
complètement satisfaite. Parfait. Monsieur Lorrain? Bien, moi, je pense que moi, je suis prêt à travailler avec les gens qui vont se faire élire, si c'est moi qui est là, bien sûr. Puis, tu sais, pour moi, je me dis tout le temps, si les gens sont là, non pas pour leur intérêt personnel, mais pour l'intérêt des citoyens de la ville de Mirabel, à ce moment-là, j'ai aucun problème de travailler avec des gens des autres partis. Parce que je dirais même, notre propre parti, ça arrivait des fois là que, excusez l'anglicisme, on se challengeait, qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'un ou l'autre apporte. C'est pas parce qu'on est dans le même parti que nos idées sont tout le temps, on a toujours la même vision. Fait que c'est correct aussi là d'avoir des débats d'idées. Fait que qu'on soit de la même équipe ou d'une autre équipe, si le tout se fait dans le respect, puis si le tout justement se fait en pensant d'abord et avant tout aux citoyens avant son propre intérêt, ben moi je me dis dans ce cas-là, moi j'ai aucun problème à travailler à quiconque a à cœur la ville de Mirabel puis ses citoyens. Madame Terrien, vous alliez jusqu'à décrire ça presque comme une richesse, un conseil où est-ce que les idées s'entrechoquent. Bien, en fait, comme je dis, à la base, là, si ces gens-là ont été élus, bien, c'est un choix démocratique. Donc, je crois en la démocratie profondément. Donc, si ces gens ont été élus, c'est parce que les gens croyaient que c'était eux les mieux placés pour venir travailler pour leur ville. Donc, en tant que chef, moi, je pense que c'est mon devoir, justement, de m'asseoir avec toutes ces personnes-là qui ont été élues par nos citoyens et de travailler ensemble pour la ville, parce que dans le fond, on a tous à cœur le seul et unique bien commun du citoyen si nous sommes là. En théorie, j'espère et j'ose croire que les gens ne se lancent pas en politique pour leur intérêt personnel. Et mon Dieu, j'y trouverais quand même assez... moi, se lancer en politique, ça prend du courage. Donc, tant mieux si les gens sont là pour les bonnes raisons et qui ont été élus par les citoyens. C'est ça, la démocratie. M. Langlois soulève un problème d'accessibilité à l'information et d'une certaine lourdeur bureaucratique. Vous êtes tous les deux conseillers sortants. J'aimerais vous entendre répondre à cette... Bien, moi, pour être franche, moi, je la vois pas nécessairement. Dans la vie, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de l'accès à l'information beaucoup pendant une quinzaine d'années. Ça sert à quelque chose. Il y a, tu sais, les choses qui sont déposées publiquement dans une séance du conseil, vous y avez accès automatiquement, en théorie, lors de la séance. Par la suite, c'est réglé par des paramètres et pour des raisons. Donc, s'il y a de l'accès à l'information qu'il faut faire, ils ont des délais respectables à vous livrer l'information. Là, je ne sais pas si c'est au niveau légal ou si vous discutiez de l'appel vers le conseiller qui était en place. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu tant de lacunes au sein du dernier conseil au niveau des informations données. Je vous dirais que je suis sensiblement d'accord avec Mme Terrien qu'effectivement, il y a toujours le côté politique, le côté administratif, fait que c'est sûr, mais quand les gens viennent, on s'assure d'avoir des réponses. À chaque fois, s'il y a quelque chose, justement, le maire ou la direction générale demande à la personne de venir à la fin de la séance, prendre le numéro de téléphone. Est-ce qu'il y a pu avoir un ou deux dossiers qui ont peut-être tombé en deux chaises? C'est possible, mais je vous dirais, dans l'ensemble, non. Puis, tu sais, une des preuves sur laquelle on est très, très à l'écoute, je sais que c'est pas tout le monde, mais de mon parti, tous les gens donnent leur numéro de téléphone personnel. Fait que ça veut dire que les citoyens ont accès à tous les membres de mon équipe en tout temps avant la campagne, puis s'ils sont élus, ils vont l'avoir après aussi. Donc, quand il y a un enjeu, une problématique, et justement, si il y a un appel à l'hôtel de ville, selon la personne que le retour est pas assez vite, ou il n'y a pas de retour du tout, ou tu sais, on dit je suis allé en séance, je suis allé parler d'un enjeu, finalement j'ai pas de réponse. La personne a accès directement à son conseiller ou même au maire, parce que comme je vous dis, là, nos numéros de téléphone sont disponibles. Fait que moi, j'ai tout le temps justement été extrêmement disponible pour tous mes citoyens et j'ai eu des discussions et je réponds toujours dans un délai de 48 heures, que ce soit par courriel, que ce soit par téléphone. Puis souvent, je me suis même présenté là, justement sur les lieux. Fait qu'à ce moment-là, pour moi, ça... Monsieur Langlois, je vous ai vu grimacer. Oui, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs exemples, malheureusement. Puis je ne remets pas en doute votre bonne foi à tous les deux, mais il y a plusieurs exemples factuels qui sont clairement arrivés. Là. Par exemple, on a eu une demande d'accès à l'information. Et puis, ça a pris, je pense, 8-10 jours avant qu'on reçoive rien, en fait, et qu'on redemande, OK, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et puis, la réponse qu'on a obtenue, c'est « Ah, bien, on va vous envoyer une accusée de réception. » Donc, on répond qu'on va donner une accusée de réception 10 jours plus tard. Je reviens avec... Laissez-moi finir. OK, d'accord. J'ai un autre exemple où des citoyens se présentent
au conseil pour un problème de sécurité routière, donc réclamant un dos down. Les citoyens se font dire, amenez-nous une pétition. Alors, les citoyens se représentent dans un autre séance du conseil, déposent la pétition, le conseil de ville en prend possession, les citoyens quittent la salle et c'est juste après qu'on entend en conseil, il n'y en aura pas de dos down, on n'en fait pas à Mirabel. Alors que les citoyens étaient là 5 minutes avant. C'est sûr que je peux répondre. Premièrement, cette pétition-là, j'essaie de la retrouver. Excusez, là, je cherche, mais ça me dit rien pour l'instant. Mais, par contre, la première chose que je vous ai nommée, c'est justement si on va à l'hôtel de ville et si justement il n'y a pas de réponse ou qu'on se fait dire on va vous envoyer un accusé de réception, c'est à ce moment-là que je pense que c'est important de pouvoir communiquer directement avec votre conseiller, conseillère ou avec votre maire. Et en ce qui a trait au dos down, vous avez mentionné que justement, ils ont dit qu'il n'y aura pas de dos down. Vous avez vu sur notre plateforme, on est la première équipe à proposer des dos down allongés. Et je sais qu'il y a quelqu'un de votre parti qui est même allé dire que Marc Lorrain, ça fait 8 ans qu'il est avec Action Mirabel et jamais il a dit oui à ça. Ça prouve une chose, ça prouve qu'on est à l'écoute des citoyens et que justement, il y a une évolution. On est capable de dire, il y avait 55 000 de population, il y en a 70 000. Est-ce que ça change? Et maintenant, je suis plus conseiller, je suis chef. Alors, voilà pour ça qu'il peut y avoir une différence. Je vais laisser une minute à Mme Terrien. OK. Donc, moi, juste pour éclaircir, c'est très régi, la demande d'accès à l'information. Il y a des paramètres à respecter. Habituellement, c'est l'inverse. L'accusé-réception est envoyé avant de donner des documents. Puis, ils ont une période de 30 jours pour répondre. Donc, quand vous dites 8 à 10 jours, moi, je trouve ça très efficace. Donc, Pas pour savoir les documents, pour avoir l'accusé de réception. Oui, c'est ça. En fait, là, il y a peut-être eu un switch, là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais bon, c'est régi et en fait, le service du greffe se doit de respecter ces règles-là. Là. C'est la loi de l'accès à l'information. Pour ce qui en est des dos down, moi non plus, là, ça me dit rien. Par contre, là, puis que ça a été dit en séance publique. Oui, que ça soit dit en séance publique, ça me cause un petit souci parce que c'est pas des choses qu'on disait haut et fort. Là. On n'était pas complètement fermé à l'idée. Le dernier conseil, c'est correct de dire que vous êtes la première équipe, mais il faut savoir que le conseil actuel, qui est encore en poste aujourd'hui, avait dit oui déjà à des dos down allongés comme projet pilote devant les écoles. Ça sera une première parce qu'en 40 ans, il n'y en a jamais eu. Ouais. Bien, ça, c'est faux. Il y en a à Saint-Janvier, on est à l'avant de l'école Val-d'Espoir. Oh, OK. Un endroit. Et le projet Saint-Anne sur le pouvoir Saint-Canute était déjà Il y en a partout dans d'autres villes, mais ici à Mirabel. Merci à tous les trois. On va entrer dans le dernier grand thème, c'est-à-dire développement économique et environnement. Christophe? Oui, Mirabel est à la croisée des chemins entre agriculture, aérospatiale, développement résidentiel et commercial. Comment trouver l'équilibre entre développement économique et respect de l'environnement? Donc, c'est monsieur Lorrain qui commence. Parfait. Une minute, ça se fait très, très vite. Bien, évidemment, il faut un équilibre. C'est nos deux plus grandes fiertés, le site aéroportuaire, évidemment, l'environnement, l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a? Je tiens juste à préciser que le pôle aéroportuaire, il reste encore 20 millions de pieds carrés de disponibles. On parlait tantôt, évidemment, on parle de développement économique. Le transport collectif, la navette qui part de Montmorency, qui se rend jusque sur le site aéroportuaire. Nous, on voudrait l'amener aussi là, jusqu'à Saint-Janvier dans notre autre quartier industriel. Et qui, soit dit en passant, ce choix-là qu'on a fait a été félicité là, par la ministre Geneviève Guilbeault. Si on parle évidemment d'enjeux au niveau de l'environnement, on travaille sur une usine d'eau à Saint-Canute. On a fait du forage. On a trouvé une nappe phréatique extrêmement importante. Évidemment, la taxe de mutation de 1,5 % pour les boisés. Dans notre partie, on parle d'avoir des compteurs d'eau pour les nouvelles constructions. Le mur vert pour la voie de contournement, on a déjà reçu la subvention. Le parc nature Saint-Scolastique et le camping Donald. Wow! C'est vite. Madame Terrien. OK. Bien, moi aussi, je vais essayer de faire ça vite, mais c'est quand même particulier de parler des deux. Moi, je pense que l'un va pas sans l'autre. T'sais. Donc, l'économie finance l'environnement, puis l'environnement protège notre économie. Donc, c'est une économie circulaire aussi que je veux apporter ici à Mirabel. Je pense qu'on a tout pour réussir. On a un regard 360 Mirabel est unique. On a un gros pôle aéronautique d'innovation c'est le plus gros pôle là, de la région de Montréal qui est pas encore complètement développé. Donc, on a beaucoup de potentiel ici
ici avec notre espace aéro. Comment qu'on va faire ça? Comment qu'on va mettre en place toutes ces choses-là? Mais on a déjà mis en place le CIEM, qui est j'essaie de toujours de me rappeler, c'est le Carrefour d'innovation responsable. Donc, on doit travailler de concert avec nos grandes forces. On doit même se faire rayonner à travers le Canada international pour aller chercher des grandes forces ici parce que, sincèrement, l'argent réside ici. L'économie a beaucoup, beaucoup de potentiel, mais bien évidemment en restant responsable, vert. Monsieur Langlois. Oui, bien en fait, l'économie, aujourd'hui, on ne peut pas en parler sans aussi penser à l'environnement. Après ça, on a quand même certaines sources industrielles importantes au niveau de l'aviation, entre autres. Donc, il faut vraiment tenir ça en compte. On a d'ailleurs certaines problématiques qui émanent au niveau industriel, entre autres la contamination de certains cours d'eau qui a fait les manchettes il n'y a pas si longtemps. C'est des problématiques qu'on va devoir regarder, qui ne sont pas nouvelles, qui datent d'activités industrielles, d'opérations au niveau de l'aéroport qui datent de longtemps, qui ont été réglées depuis, mais on a un problème, il va falloir y s'attarder. Il faut penser à la globalité, il faut penser à avoir un plan d'urbanisme, il faut penser à revoir notre schéma de développement, notre schéma de couverture de risque, s'assurer que les gens sont en sécurité, qu'on a les équipements et les procédures en place en cas de désastre naturel et en cas d'incident industriel. Je vous laisse poursuivre en conversation verte. Parfait. Bien là, je pensais qu'on était plus en grand levier économique, là, donc Mirabel. Je pense que, comme je l'ai martelé, on a un pôle très attractif. Ça prend des grandes visions. Il y a quelqu'un qui a réussi à amener Mirabel par petits pas dans la cour des grands. On l'est maintenant, je le répète, je le martèle. Donc, ça prend une vision à cette hauteur-là. Ça prend un regard. Là, j'essaie de l'imager un peu, mais on ne regarde pas la game. Là. On est présentement sur la glace à Mirabel, donc il faut foncer. C'est très important. On a beaucoup, beaucoup à offrir encore. Monsieur Lorrain, je vous ai entendu devenir émotif tantôt quand on parlait de glace, fait que je pense que vous allez devoir réagir là-dessus. Bien, en fait, non, mais je suis tout à fait d'accord. Là, je peux pas aller à l'encontre de ça parce qu'effectivement, sur le pôle aéroportuaire, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, il reste 20 millions de pieds carrés de disponibles. On est capable d'attirer de gros joueurs. Tu sais, les gens sont contents parce que la fierté de Mirabel depuis à peu près toujours, c'est d'avoir le taux de taxe le plus bas de toute la région. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut maintenir ça? Tu sais, je veux dire, on n'est pas une ville dortoir. C'est ces industries-là qu'on est capable d'amener, qui créent de l'emploi, qui a des retombées économiques et qui, en plus, amènent des taxes extrêmement intéressantes. Fait qu'avec ça, on est capable de s'en servir et justement de le développer. Mais évidemment, à l'encontre et à l'entour de tout ça, il faut qu'on pense à tout ce qui est au niveau de l'environnement. Mais c'est pour ça qu'il y a déjà des mécanismes qui sont mis en place par l'équipe en place. Quand on parle justement de la taxe de mutation de 1,5 pour acquérir des boisés, chose qui a été faite là, déjà à Saint-Augustin avec 2 endroits, Saint-Canute, le camping Donald. Sur ce site-là, il va y avoir quand même 1 400 000 pieds carrés de boisés de conserver. Comme j'ai dit, moi, je pense qu'il faut s'en aller vers des compteurs d'eau pour les nouveaux développements. Faut qu'on sache, là, au niveau de l'eau, là, où est-ce qu'on s'en va. On a besoin d'en savoir les habitudes de consommation de nos gens ici. Et, comme je disais, on a fait du forage depuis plusieurs années qu'on avait commencé et on a trouvé une source d'eau, une nappe phréatique importante à Saint-Canute parce qu'on s'entend qu'on est desservi par Saint-Jérôme et par Sainte-Thérèse. Puis, tu sais, des fois, les gens sont un peu inquiets. C'est sûr qu'on ne sera jamais mis de côté. Je veux dire, c'est impossible. On va toujours être desservi en eau. Mais si on est capable d'aller chercher une indépendance ou, du moins, avoir, excusez l'anglicisme, mais un backup important, Saint-Canute, là, on veut commencer justement les travaux pour s'assurer là, d'avoir de l'eau sur notre territoire. Oui, je vais rebondir là-dessus. En fait, au niveau de l'eau potable, ça prend un véritable plan à long terme. En fait, l'entente avec la ville de Saint-Jérôme, ça a causé un problème. Hein? On le savait, ici, mesdames et messieurs sur le conseil, on est allé poser des questions à cet effet-là, par ailleurs. On s'est fait dire qu'il n'y avait pas de problème d'eau à Mirabel. Encore une fois, c'est enregistré publiquement. Nous, c'est pas ce qu'on croit. On croit qu'il y a un problème d'eau à Mirabel. On le voit avec les changements climatiques qui amènent toute une autre perspective.
Au niveau de l'approvisionnement en eau, on a beaucoup plus d'avis d'ébullition. Plus souvent, les niveaux sont bas dans les tuyaux. Ça génère des avis préventifs, autant du côté de Sainte-Thérèse qu'autant du côté de Saint-Jérôme. Dans le coin de Saint-Jérôme, l'approvisionnement dans les dernières semaines, ça goûtait la terre, carrément. Ça sentait, ça goûtait la terre. Je peux vous en parler parce que je travaille dans ce coin-là et c'est approvisionné par Saint-Jérôme. Donc, c'est bien de faire des recherches, de forer, tout ça, trouver des nappes, mais ça prend quelque chose à plus long terme. On ne peut pas faire une action spécifique là maintenant. Il faut penser ça à plus long terme parce que les impacts vont continuer de se faire sentir. Ça ne va pas s'en aller en s'améliorant. En plus, si on continue sur la même trame d'un développement très accéléré, je dirais peut-être même incontrôlé en termes de population. Évidemment, plus qu'il y a population, plus ça prend d'eau. Donc, il y a tout ça qu'il faut regarder. C'est pas juste une affaire d'aller forer et de trouver une nappe. Là. Madame Therrien? Oui, j'entends beaucoup parler de l'inquiétude de la gestion des eaux et tout ça. Moi, je vous assure, pour l'avoir posé 1001 fois à ma direction générale, au service de l'environnement, il n'y a pas de problème en eau à Mirabel. On a déjà un plan de gestion des eaux qui est en place, qui est adopté par le dernier conseil municipal. On vise une autonomie 2035 à Mirabel. C'est déjà établi. Là, j'invente pas, là, en fait, c'est du pré-marché que je vous dis, parce que c'est déjà établi. Donc, l'entente avec la Ville de Saint-Jérôme, c'est jusqu'en 2039 et l'autonomie visée était 2035, comme M. Lorrain a dit, par les puits, les nouvelles sources qu'on a trouvées partout dans Saint-Canute, qui vont être capables de desservir une énorme majorité de notre territoire, même quand on pensait mettre des conduites qui vont se rendre jusqu'à Saint-Janvier, tellement on avait d'eau à Saint-Canute. Donc, j'essaie de rassurer beaucoup les gens. Et pour le développement, il faut s'assurer aussi, à chaque fois qu'il y a un développement, je pense aux demi-todes ou les projets futurs dans la cité Mirabel, c'est quelque chose qu'on martelait sans cesse. Est-ce qu'on a assez d'eau? Et oui, la réponse est toujours oui. Quand on développe, on s'assure que la capacité en eau est là. Quand on parle de pression en eau, c'est très différent. Là, c'est une question de machinerie, c'est pas une question d'alimentation en eau. Donc, moi, je veux rassurer notre population. Le plan de gestion des eaux a toujours été suivi. Vous parlez du développement dans la cité Mirabel. On parle de gestion de l'eau. C'est presque impossible de ne pas penser au parc aquatique Moréa qui va s'y installer. À quel point ça peut mettre à l'épreuve les infrastructures de la ville? Je sais que toutes les études, évidemment, ont été faites. Je vais juste vous donner un exemple. Tu sais, même au niveau des plantes qui vont être mises partout là, pour justement là, bonifier là, au niveau de l'aménagement, merci, sont des plantes qui nécessitent pas d'eau. Tous les tests ont été faits. Les systèmes utilisés sont des systèmes vraiment très précis, qui n'aura pas de gaspillage d'eau. Il y a de l'eau qui est récupérée, justement, si je ne m'abuse, là, c'est pour les glissades d'eau. Ensuite, qui sont utilisées pour les toilettes. Tout a été pensé. Parce que notre département, au niveau de l'environnement, de l'urbanisme, ont challengé là, pour justement s'assurer que, tu sais, on fait pas ça les yeux fermés en disant, ça va être beau des glissades d'eau, ça va être le fun, puis après ça, l'eau, on s'en fout. Mais non, au contraire, là. C'était le projet, justement, pourquoi il a pris ce temps-là à voir le jour, là, parce que ça va commencer au printemps. Bien, c'est parce que, justement, toutes les études ont été faites, toutes les recherches ont été faites et tous les résultats sont concluants. C'est pour ça qu'on va de l'avant avec un projet comme ça. Mais je suis d'accord avec ma collègue, Mme Therrien, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Et effectivement, des fois, je trouve qu'il y a un peu... il y a des gens, on dirait, qui tentent de faire peur aux gens avec l'eau, alors qu'il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Et encore une fois, on a l'usine d'eau qui va se faire à Saint-Canute avec tout ce qu'on a trouvé. Fait que je pense que les gens peuvent être rassurés à ce niveau-là. Je pense que c'est son utilisation qu'il faut faire attention. C'est ça qu'il faut challenger aujourd'hui. D'où notre idée, nous, d'apporter des compteurs d'eau, parce que c'est pas parce qu'on a qu'il faut la gaspiller. Et c'est justement, faut qu'on commence à connaître davantage là, les habitudes de consommation. Fait qu'avec les nouveaux développements, les nouvelles constructions, moi, le plan que je voudrais amener avec Action Mirabel, c'est de dire on va maintenant avoir des compteurs d'eau pour les nouveaux développements. Moi, je vais rebondir là-dessus. Vous rebondissez beaucoup. Je rebondis beaucoup. On vous écoute. La planification, ça se fait à long terme. Et puis, c'est un ensemble d'encadrements qui, ensemble, fonctionnent. Donc, on parle d'urbanisme, on parle de planification économique, on parle de planification d'infrastructure. Et tout ça, ça doit se parler, ça doit faire du sens. Présentement, on travaille avec un schéma d'aménagement qui date de 2016, qui est complètement désuet,
qui est basé sur une population de 50 quelques mille habitants en 2031. On est rendu tout près de 70 000, 6 ans plus tôt. Donc, tout ce qui va toucher l'aménagement et les besoins qui viennent de la population au niveau du territoire, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas depuis longtemps. On n'a pas de plan d'urbanisme à Mirabel. Le schéma d'aménagement va dire telle zone, il va falloir regarder ça, mais on le regarde dans quoi? Dans rien, parce qu'on n'a pas de plan d'urbanisme. Donc, tout ça, il faut que ça se parle et que ça soit pensé de façon logique et structurée pour une vision à long terme. C'est des choses qu'on doit absolument et qu'on veut absolument mettre à jour en tant que parti. Et moi, comme ingénieur, je suis d'avis qu'il faut que ça se fasse rapidement et pas attendre encore. Bien, Faire un plan d'aménagement à grandeur de Mirabel, moi, je considère que ça se fait pas parce qu'on a toutes des réalités différentes. Donc, par contre, le plan d'aménagement à Mirabel, c'est au niveau de la MRC, c'est MRC. Votre plan d'urbanisme, c'est par secteur, en fait, qu'il faut le développer. Moi, je martèle depuis le début, pour très bien connaître l'urbanisme, des PPU, qu'on appelle, par secteur, puis ça existe déjà. Il y en a un dans le TOD. C'est comme ça qu'il faut développer parce que c'est toutes des réalités différentes. Donc, je remartèle, on s'assure de bien développer, nos capacités sont là. Quand c'est fait par secteur, ça va très, très bien. L'aménagement est projeté et c'est prévu dans l'avenir, là. Vous savez qu'un PPU, c'est un projet particulier, c'est pas un plan d'urbanisme. Pour un secteur. C'est pas la même chose. On va laisser M. Lorrain terminer sur la question. Bien, moi, je veux juste mentionner qu'effectivement, on l'a développé par secteur il y a 4 ans, si je ne veux pas me tromper dans les dates, mais si je ne m'abuse, il y a 4 ans, j'ai été le premier conseiller à lever la main et à dire qu'il fallait mettre un moratoire. Les gens ont continué de voir de la construction, effectivement, parce qu'il y avait déjà des permis qui avaient été octroyés, mais il y a eu un moratoire pendant 1 an. Il n'y a aucun permis qui s'est donné parce que, justement, l'urbanisme s'est assis avec chacun des conseillers. On a fait le tour de chaque secteur et chaque conseiller, à ce moment-là, a regardé son secteur et a mentionné un peu le développement qu'il désirait avoir. Fait que je pense qu'il y a quand même déjà un premier travail qui a été fait à ce niveau-là. Je vais terminer là-dessus. Merci. Merci. Vous avez été franchement excellent en formule débat. On va maintenant vous donner à chacun votre tour, votre 2 minutes de déclaration de fermeture, à commencer avec Mme Therrien. Oui, parfait. Bien, moi, je vais aborder immédiatement parce que j'ai trouvé dommage qu'on n'aborde pas le sujet du soutien aux familles, aux aînés, aux jeunes. Donc, nous, on va être un parti qui va favoriser l'accessibilité au logement beaucoup. On sait que c'est difficile. Le coût de la vie est difficile pour plusieurs d'entre nous, pour les jeunes, nos aînés aussi. On ne sait plus où les mettre. Nos enfants restent beaucoup trop longtemps chez nous. Donc, pour avoir un impact positif dans leur vie, dans leur portefeuille, ça serait important qu'on mette des leviers en place pour les aider. Est-ce que ça passe par différents outils? Oui. Je vais vous donner un exemple concret que j'aimerais que notre parti mette en place. C'est les unités d'habitation uniques. Donc, tu sais, pour les gens en couple, les personnes plus aînés, nos jeunes, comme je dis, si on peut les aider à partir d'une habitation qui se loge peut-être au-dessus de 150 000 ou des trucs comme ça, je pense que ça peut aider. C'est un levier très, très important. Maintenant, pour terminer, là, je veux pas le compteur dérouler, ce que je veux faire concrètement dans mes 100 premiers jours à la mairie de Mirabel, je vais défiler ça en lot parce que c'est concret, 100 jours, on arrive autour de la Saint-Valentin, je pense. Je vais travailler sur les 28 dossiers du MTMD, le ministère des Transports, donc je parle de Sainte-Marguerite, Côte-Nord, les sorties 28, la rue Campeau, la 158. Bref, j'en passe, j'en aurais trop long à dire. L'ajout d'effectifs en sécurité publique, autant pompiers que police, selon la croissance démocratique de notre population, c'est important. Renégocier la fameuse convention des pompiers qui s'en vient et négocier les nouvelles lignes de transport collectif avec Exo, quand je pense domaine vers nord, où c'est densifié, ça nous prend des lignes absolument. Appuyer le milieu agricole pour le dossier des travailleurs étrangers, ça fatigue beaucoup de monde, dont moi. Bonifier le fonds de prévoyance pour l'acquisition de nos boisiers qui est déjà en place, mais le modifier pour aller chercher des terrains stratégiques pour les besoins futurs. Et la gestion de l'eau. Merci beaucoup. Monsieur Langlois, c'est votre tour. En avant de vous, là, vous avez 3 choix. Les 2 autres, de part et d'autre, ici, sont à la base
issus d'un seul et même parti. Après ça, je ne vous dirai pas que c'est deux personnes qui pensent de manière identique, parce que même à l'intérieur d'un parti politique, les gens ne pensent pas tous pareil. Ceci dit, ils sont issus du même parti, se tenaient main dans la main avant qu'on se lance vraiment dans le cœur de cette campagne-là. De notre côté, on est un parti qui a une belle progression depuis plusieurs années. Comme je le mentionnais plus tôt, 40% des votes au niveau du maire à la dernière élection en 21. Et on veut vraiment travailler pour le citoyen. On représente les avancées que les citoyens nous demandent de mettre en place à Mirabel. Ce que je propose, c'est une planification stratégique de notre territoire à plus long terme, une planification réfléchie, mettre à jour des documents importants qui sont tombés désuets au niveau de l'administration municipale. Je vais parler par exemple du schéma de couverture de risque qui est désuet depuis 2014, qui est passé date selon les règles de la sécurité publique. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on doit mettre en place, des compétences qui sont au cœur de ce qu'une municipalité doit faire pour s'assurer que ça fonctionne bien, que les citoyens sont en sécurité, que les services fonctionnent bien. Depuis 2016, on se bat pour avoir un plan d'urbanisme et c'est pas toujours fait. C'est toujours pas fait, plutôt. On se bat pour plus de transparence et les citoyens nous reconnaissent pour ce travail-là. Plus que jamais, nous sommes le choix pour une planification sérieuse et réfléchie. La sécurité, mieux travailler avec les employés municipaux, mieux travailler avec les citoyens. Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Merci beaucoup. M. Lorrain. Bien, voilà, bien, merci beaucoup. Alors, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, je pense que j'ai parlé de toutes les réalisations, pas de toutes, mais de plusieurs réalisations qu'Action Mirabel avait fait. Alors, je pense que ça démontre quand même tout ce que notre parti est capable de faire, la vision qu'ils ont. Puis évidemment, on veut poursuivre. On veut poursuivre encore avec des projets importants, des projets intéressants. On se fait beaucoup parler de la sécurité. Pour nous, ça va être un enjeu là, dès notre entrée en poste. L'enjeu. On a parlé évidemment tantôt des dos d'âne allongés devant chaque école et devant une grande majorité des parcs. On parle également, ça n'a pas été mis dans notre programme, mais j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de la police. Justement, tantôt, oui, on parlait qu'il manquait peut-être de policiers, mais je sais que M. Arbour a déjà un plan d'établi par rapport là, à avoir plus de policiers. Mais je pense qu'il faudrait aussi aller créer une escouade policière qui est avec une travailleuse sociale ou un travailleur social afin d'encadrer, je dirais, la délinquance là, au niveau des jeunes mineurs pour être capable de les amener vers des choix judicieux. Alors, pour nous, parce qu'on s'est fait dire beaucoup qu'il y avait des plaintes de soir des jeunes dans les parcs, de la délinquance. Donc, si on est capable d'avoir cette escouade-là pour sécuriser, pour amener une forme de tranquillité, pour nous, ça, c'est important. On a également parlé avec des gens qui ont des garderies, qui aimeraient ça. Évidemment, c'est sûr que ça l'avantagerait Saint-Augustin et on comprend tout à fait, mais d'avoir une plage horaire pour les jeux d'eau et la pataugeoire, choses qui n'ont pas accès encore. Donc, on veut aider nos garderies pour le centre aquatique. Et tantôt, on parlait de logement abordable. Je suis tout à fait d'accord que c'est un enjeu extrêmement important. Mais je pense qu'avant de dire, bon, ben go, on va pour des logements abordables, on a sur notre territoire des HLM et malheureusement, j'ai fait le tour de ces HLM-là et souvent, ils sont laissés... Ils sont pas très beaux. C'est triste. Fait que je pense qu'il faudrait d'abord, avant de penser d'amener des gens pour leur offrir quelque chose, je pense qu'il faut s'occuper de ceux qu'on a déjà présentement ici sur notre territoire. Alors, je vous remercie chaleureusement tous les trois. Je tiens aussi à remercier Christophe dans l'élaboration, la rédaction des questions qui vous a été posées aujourd'hui. Vous avez fait ça comme des champions. On vous a retiré de votre porte-à-porte le temps d'un avant-midi. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel pour la population là, de pouvoir avoir accès à ce débat-là. C'est un exercice démocratique essentiel. Je vous remercie chaleureusement de vous y être prêté. Puis je vous souhaite une bonne fin de campagne. Puis bonne chance à tous pour le 2 novembre prochain. Merci beaucoup. Merci.